En règle générale, les êtres de petite taille n'ont pas la vie facile sur Lord Howe, et il leur faut développer des stratégies de survie originales. À marée basse, quand le fond marin est accessible, les tourne-pierres à collier emploient une technique ingénieuse. Ils trouvent leur nourriture là où d'autres n'en cherchent pas. La concurrence est loin d'être aussi habile. Elle se contentera des miettes s'il y en a. Sinon, il suffira de se servir auprès d'un congénère peu regardant. Les hommes, eux aussi, sont soumis à rude épreuve. Depuis que l'île a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité, une réglementation très stricte interdit aux familles de construire de nouvelles maisons. Ce qui veut dire que Ruby, Anna et Nathan devront sans doute quitter leur terre natale. Ian se bat pour ses enfants. À marée basse, il se promène souvent avec eux sur le récif. Il veut partager sa passion et leur faire comprendre l'importance de la protection de la nature. C'est en les touchant, en les ressentant que les enfants prennent conscience des merveilles de la nature. Ian se réjouit quand les enfants prennent plaisir à toucher un oursin, une étoile ou un concombre de mer. Ruby est enthousiaste et Ian répond volontiers à ses innombrables questions. Mais pour combien de temps encore ? Depuis peu, le défenseur de la nature est lui aussi victime des lois restrictives. Comme il n'est pas né ici, il sera peut-être obligé de quitter l'île au bout de 25 ans. Le lièvre de mer est un gastéropode dont il existe plusieurs espèces autour de l'île. Dénués de coquilles, ces animaux ont dû développer d'autres stratégies pour tenir leurs ennemis à distance. À l'image de cette danseuse espagnole de près de 20 cm de long, qui se nourrit d'algues toxiques. Le mollusque lui-même est insensible à leur poison. Il enrichit et stocke la substance toxique dans son épiderme et devient immangeable pour ses prédateurs. Comme la substance répulsive est également transmise aux œufs, ceux-ci n'ont rien à craindre d'éventuels prédateurs. D'autres espèces s'occupent de leurs rejetons avec dévouement. Le poisson demoiselle, par exemple, évente régulièrement sa couvée pour lui assurer une bonne oxygénation. Dans le récif le plus méridional du monde, les coraux sont exposés à des conditions extrêmes. Outre les tempêtes et les courants froids, leur pire ennemi les a suivis sur cette île coupée du monde. Cette astérie se glisse inexorablement d'un corail à l'autre. Arrivée à un endroit propice, elle s'arrête, déploie son estomac et commence à dévorer les polypes. Après son passage, ne reste qu'une trace blanche. Les squelettes de ses victimes. Au cours des dernières décennies, l'apparition massive d'astéries est devenue un fléau. S'agit-il là encore d'une conséquence de l'intervention humaine ? Là aussi, de nombreuses interactions mystérieuses restent des énigmes pour la science. À première vue, Lord Howe est un beau jardin. Mais cette beauté a des défauts. La plupart des fleurs ont été introduites et font concurrence à la flore endémique. Ian Hutton se bat aussi pour sa sauvegarde. Actuellement, 348 espèces endémiques rivalisent avec 220 plantes introduites. Parmi elles, 17 espèces posent problème. Il s'agit de mauvaises herbes qui se propagent extrêmement vite et envahissent toute l'île. Ian rallie des touristes à sa cause.
Pour sauver ce paradis du bout du monde, certains sont prêts à sacrifier leurs vacances, non sans succès. Sur les îles minuscules qui entourent Lord Howe, la faune et la flore sont encore indemnes. Elles sont l'ultime refuge de créatures aussi étranges qu'extraordinaires. Jusqu'à l'invasion de l'homme et du rat, le cafard était parfaitement adapté aux conditions de Lord Howe. Au cours de son évolution, il avait perdu ses ailes et ses pattes s'étaient transformées en moignons. Comparé à son cousin impopulaire, le cafard domestique, sa morphologie paraît lourde et trapue. Mais comme il n'avait pas de prédateurs, il n'avait nulle raison de fuir. Bien camouflé, le gecko de Lord Howe est aux aguets. Les cafards ne l'intéressent pas. Les sous-bois lui fournissent suffisamment d'autres insectes à manger. L'animal le plus célèbre de Lord Howe vit sur l'île la plus éloignée et la plus spectaculaire de l'archipel, Ball's Pyramid. Ce piton rocheux qui se dresse hors des flots culmine à une hauteur de 551 mètres. Quelques buissons d'arbres à thé forment son unique végétation. Sous ces buissons, des scientifiques ont trouvé la mue bien conservée d'un animal qu'on croyait disparu depuis longtemps. Intrigués, les hommes sont allés voir plus haut. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir sous un buisson une relique de l'époque des dinosaures. Un phasme qui signifie en grec apparition ou fantôme. Celui-ci atteint presque 15 cm de longueur. Cette histoire singulière ne pouvait se produire qu'à Lord Howe. Après avoir trouvé 24 spécimens de phasmes, des scientifiques en isolèrent 4. Sans connaître leur mode d'alimentation ou de reproduction, un programme d'élevage de longue haleine fut mis en place. Depuis, le nombre de phasmes a presque triplé. Et on sait à présent distinguer les mâles des femelles. Ball's Pyramid est probablement l'endroit le plus reculé d'Australie. Et c'est exactement là que courants chauds et froids se rencontrent. Ces courants sont de véritables convoyeurs de nourriture. Non seulement pour les raies mantas de 6 mètres de long, qui se nourrissent exclusivement de plancton, mais aussi pour de nombreux carnassiers venant traquer les bancs de poissons attirés par cette manne de micro-organismes. Les prédateurs ne cessent de patrouiller et il ne reste plus aux petits poissons qu'à se regrouper en bancs immenses, car eux aussi savent que l'union fait la force. Tôt ou tard, les carnassiers donneront l'assaut. Et en surface, d'autres chasseurs n'attendent que ça. Les courants ont également creusé les rochers immergés. Des labyrinthes impressionnants se sont formés, que la mer s'est empressée d'investir, créant ainsi un nouvel espace vital. Des animaux vivent dans ces grottes et n'en sortent jamais. D'autres profitent des cavités pour se cacher et se risquent à sortir uniquement pour s'accoupler ou, de nuit, pour apaiser leur faim.